Merci, bonjour à tous. Donc oui, c'est donc de la méthode de la préoccupation partagée dont nous allons parler ce matin. Et j'ai trouvé extrêmement intéressant tout à l'heure l'intervention de monsieur le recteur qui disait que, au fond, le harcèlement était un sujet qu'il fallait penser. Et que nous étions des intellectuels et que nous devions penser ce sujet. Je crois que c'est vraiment le cœur du sujet, parce que il faut bien dire que en France, cela n'a pas été fait pendant des années. Il y a eu tout de même 30 ans de silence français sur ce sujet. Et quand je dis 30 ans, je suis peut-être en dessous de la réalité. C'est en 1975 que le premier texte d'Anatole Pikas est sorti, en 1978 que le texte de Dan Olweus est sorti, et il a fallu attendre 2011 pour que une lettre de mission d'un ministre lance le processus en France. Et encore, pendant ces 10 années, y a-t-il eu des difficultés, des interrogations? Les choses n'ont pas été simples. J'ai peur que nous payons aujourd'hui encore assez cher le prix de ce très long silence français. Et j'aurais tendance à dire que la question du harcèlement, que je préfère appeler, je vous dirai pourquoi tout à l'heure, la question de l'intimidation, cette question, elle doit être abordée avec intelligence, avec discernement, oui, justement, en la pensant. Parce que des pièges, j'allais dire, nous attendent à chaque étape. Des pièges nous attendent à chaque étage. Il est extrêmement difficile de tomber dans l'un de ces pièges. Parce qu'on n'a pas pensé le phénomène en amont, eh bien, on a laissé un vide théorique dans lequel des approximations, des caricatures, des simplifications sont souvent venues se loger. Et ça a été évoqué tout à l'heure, les médias eux-mêmes sont souvent porteurs de ces caricatures, et parce qu'on n'a pas pensé le phénomène, parce qu'on l'a pas questionné à temps, eh bien les familles sont très légitimement dans un état d'inquiétude, et lorsqu'il y a, et c'est le cas tout le temps en novembre, lorsqu'il y a un focus qui est fait par les médias sur le sujet, eh bien on voit beaucoup d'inquiétude chez les familles, et cela se comprend. Le problème du harcèlement est un problème qui est complexe et qui est choquant. Il est complexe parce que c'est un phénomène systémique. C'est un phénomène qui est complexe parce qu'il met en jeu des ressorts qui ne sont pas visibles. C'est un système de relations qui est en cause. Et il est choquant. Mais choquant parce que ce sont des enfants qui font souffrir d'autres enfants. Que les enfants souffrent, c'est inévitablement choquant. Mais que ce soit en plus des enfants qui les font souffrir, c'est encore plus choquant. Or, quand on est en face d'un problème complexe et choquant, qu'est-ce qu'on a tendance à faire? C'est inévitable. On a tendance à le simplifier au moyen d'explications rassurantes. Et c'est comme ça qu'on se trouve, je crois, en face de toute une série d'obstacles, de toute une série de difficultés. Alors, je crois que pour aborder un problème, c'est l'épistémologie de Gaston Bachelard qui nous a appris cela, pour aborder un problème, pour connaître un sujet, il faut d'abord s'interroger sur ce qui fait obstacle à la connaissance de ce sujet. Il faut donc essayer de rechercher quels sont les obstacles, qu'est-ce qui s'oppose à notre compréhension du phénomène. Et c'est par là que je vais commencer. Ces obstacles, j'en ai identifié trois principaux. Le premier, c'est l'obstacle verbal. Tous les pays ont choisi un terme spécifique
pour désigner ce qui se passe à l'école. Le terme le plus connu, c'est évidemment skolboling, mais les Suédois, les Allemands utilisent le terme de mobbing, terme très intéressant, intraduisible en français. Le mob, c'est le groupe coalisé, c'est le groupe mobilisé contre une cible. Les Espagnols et les Canadiens utilisent le terme d'intimidation, et j'aime bien ce terme d'intimidation, je le trouve assez adapté, parce qu'il rend bien compte de la crainte généralisée qui existe autour de ce phénomène. Tous sont unis pour faire peur à la victime, mais le groupe est lui-même uni par la crainte qu'il ressent du groupe lui-même. Et en France, on a choisi harcèlement. Et c'est un vrai problème de choisir harcèlement, parce que ce terme, il vient de la violence adulte. On sait ce que c'est que le harcèlement professionnel, on sait ce que c'est que le harcèlement au travail, on sait ce que c'est que le harcèlement sexuel. Si on imagine qu'il y a le moindre rapport entre ce que l'on sait ou ce que l'on croit savoir du harcèlement entre adultes et la violence entre enfants, on se trompe, et on se trompe complètement. Le risque est grand de plaquer sur ce qui se passe entre enfants et adolescents ce que l'on sait de la violence adulte. Pour avoir bien étudié, j'ai commencé à étudier cette question il y a maintenant 20 ans. Hein, c'était au cours de l'année scolaire, plus de 20 ans, c'était au cours de l'année scolaire 99-2000. Et je crois avoir bien fait le tour de tout ce qui a pu être écrit sur le sujet. Je peux vous assurer qu'il n'y a pas de rapport, en tout cas de lien direct entre le harcèlement à l'école et le harcèlement dans d'autres domaines de la société. Ça, c'est le premier risque. Mais le deuxième risque, encore plus important pour nous, professionnels de l'éducation, le risque est grand de s'imaginer, de se dire en quelque sorte « Oh, est-ce que c'est bien du harcèlement ?» Lorsque un garçon, une fille va venir trouver un enseignant, un CPE, un directeur d'école, et va venir lui dire « Il y en a qui m'embêtent, ils se moquent de moi », ou peut-être même tout simplement, ils ne veulent pas jouer avec moi. Si vous avez en tête ce terme de harcèlement, ce terme qui est très fort, qu'est-ce que vous aurez tendance spontanément à vous dire ? La première chose que vous allez dire à ce garçon ou à cette fille, vous allez lui dire « Oh, t'es sûr que c'est bien du harcèlement ?» Et qu'est-ce qu'on va faire ? On va attendre que cela devienne du harcèlement. Mais c'est exactement l'inverse qu'il faut faire. On sait maintenant très bien qu'il faut prendre les choses au commencement. On sait qu'il faut prendre les choses à leur début. Et qu'il ne faut surtout pas attendre que cela devienne du harcèlement. Qu'est-ce que c'est que cette question que l'on se pose encore parfois, il faut la faire disparaître de nos réflexes. Cette question qui consiste à dire à partir de quand c'est du harcèlement ? Ne nous posons plus cette question. Traitons systématiquement toutes les situations dès qu'elles sont portées à notre connaissance et n'attendons surtout pas que cela devienne du harcèlement. Et puis relisons Flaubert. Tout de même, il est quand même surprenant que la France ait autant tardé à reconnaître la réalité de ce phénomène, alors que tout a été dit dès 1856 et dès la première page de Madame Bovary. Très curieux d'ailleurs, cette première page de Madame Bovary. Pourquoi Flaubert s'est-il interrogé et pourquoi Flaubert a-t-il ouvert son roman sur cette scène dans laquelle Charles Bovary arrive dans une classe en tant que nouvel élève, dans une nouvelle classe et un nouvel établissement. Il est maladroit, mais qui ne serait pas maladroit en rentrant dans une nouvelle classe et dans un nouvel établissement ? En face de qui ? En face d'un groupe d'élèves. Mais ce groupe d'élèves, il est nécessairement moqueur. Moqueur comme on l'est à cet âge. C'est inévitable. Le garçon est maladroit ?
La classe est moqueuse. En face de lui, qu'est-ce qu'il a ? Oh, il a un directeur d'école qui l'introduit dans la salle et un maître qui, ni l'un ni l'autre, ne sont très bienveillants. Plus la classe va être moqueuse, plus le garçon sera maladroit. Plus le garçon sera maladroit, plus la classe va être moqueuse. Le piège est tendu. N'importe quel élève, dans n'importe quelle classe d'hier ou d'aujourd'hui, tomberait dans ce piège. On voit très bien, vous n'empêcherez pas un nouvel arrivant d'être maladroit. Vous n'empêcherez pas une classe d'être moqueuse. Nous avons tous compris quel est le levier sur lequel nous pouvons agir. Il suffirait que le professeur rassure un peu l'élève. Il serait moins maladroit. Et s'il est moins maladroit, la classe sera moins moqueuse. Il suffirait qu'il recadre la classe. Et si la classe est moins moqueuse, l'élève sera moins maladroit. Mais rien de tout cela ne se fait. Cette situation est intemporelle, on la retrouve dans tous les établissements d'hier comme d'aujourd'hui. Et qu'est-ce qui manque ? Qu'est-ce qui a manqué ? Qu'est-ce qui manque encore dans quantité de situations ? C'est l'intervention de l'adulte. Le harcèlement, c'est un piège. C'est plus qu'un piège, en réalité. La métaphore que j'aime bien utiliser, c'est celle du sable mouvant. Dans les sables mouvants, m'a-t-on dit, lorsqu'on s'y enfonce, plus on essaye de s'en sortir, plus on s'y enfonce. Le harcèlement, l'intimidation, c'est pareil. Plus on tente de faire quelque chose, le garçon, Charles Bovary, dans le livre, il essaye de faire 2-3 choses avec sa casquette, il essaye de répondre, plus il fait quelque chose, plus il est moqué. Des sables mouvants comme de l'intimidation, il n'y a qu'une main secourante qui peut vous en sortir. Cette main secourante, il faut maintenant que dans tous les établissements scolaires, elle soit là. On ne doit plus laisser une seule situation de moquerie, de surnom, de brimade, de mise à l'écart, sans qu'elle soit immédiatement traitée. Et cessons d'imaginer que les enfants s'en sortiraient seuls. Ne laissons pas croire que l'enfant pourrait, comme ça, tout seul, retrouver des situations. N'importe quel élève, mais n'importe quel adulte, pris dans le piège que Flaubert a décrit, n'importe quel adulte serait dans l'incapacité de s'en sortir. Si ce programme très ambitieux porté par le ministère, a été mis en place à partir de 2019. Si ce programme est efficace, c'est justement parce qu'il a comme vocation de créer dans chaque établissement et le généraliser, espérons-le, d'abord dans 6 académies, puis après sur tout le territoire, de créer des équipes ressources qui soient autant de mains secourantes, celles qui vont venir tirer les garçons et les filles pris dans le piège du harcèlement ou de l'intimidation, des situations de souffrance dans lesquelles ils sont enfermés. On comprend bien ce que nous montre Flaubert. C'est que n'importe quel élève peut tomber dans le piège. N'importe quel élève peut tomber dans le piège de l'intimidation comme victime. Il suffit d'une maladresse à un certain moment, ou comme auteur. Essayez donc, en arrivant dans la situation décrite par Flaubert, de ne pas être maladroit. Vous n'y arriverez pas. Essayez donc, lorsque vous êtes dans une classe telle que celle décrite par Flaubert, essayez de ne pas être moqueur. Tiens, essayez donc, dans une classe, lorsque tout le monde rit de quelqu'un, essayez donc de dire « Ah non, arrêtez, faut pas rire ». Mais enfin, imaginez quelle va être la conséquence. On rêverait tous d'un groupe d'élèves dans lequel... J'y avais pensé, moi d'ailleurs, à un moment au début où j'ai travaillé sur ce sujet avec Bertrand Gardette. On rêverait tous que les élèves arrêtent d'eux-mêmes le phénomène. Mais quelle force faudrait-il pour s'opposer à un groupe ? Vous pensez que c'est facile de s'opposer à un groupe ? Nous-mêmes, en tant qu'adultes,
nous aurions de la peine à le faire. Et on va demander à des enfants de 10 ou 12 ans d'être capables de faire ce que d'autres ne savent pas faire, ce que les adultes ne sauraient pas faire. Il n'y a donc pas de profil type. Il n'y a pas de profil. Arrêtons avec cette idée qu'il y aura un profil type de l'élève victime, qu'il y aura un profil type de l'élève harceleur et qu'il y aurait des témoins neutres. Ça, c'est l'obstacle numéro 2. Et ça, c'est la deuxième erreur classique. J'aurais tendance à l'appeler, d'un terme un peu compliqué, l'essentialisation des protagonistes. On a un peu l'impression que les victimes, les auteurs, les pères auraient des caractéristiques particulières, spécifiques, et que ce serait au nom de ces caractéristiques que la situation de harcèlement ou d'intimidation prendrait naissance. Il n'est pas rare d'entendre que tel élève a été harcelé parce que il était plus grand, plus petit, plus chétif, moins bon élève ou plus mauvais qu'un autre. Il y a même des enquêtes internationales qui établissent des statistiques savantes. Enfin, la période récente nous a montré ce que valaient certaines enquêtes internationales, selon lesquelles on prétend qu'il y aurait tant d'élèves qui seraient harcelés en raison de leur apparence physique, de leur sexe, de leur religion, de leur orientation sexuelle. Ah oui, on lit ça. Mais attendez, est-ce qu'on s'autoriserait des remarques de ce type à propos d'autres agressions? Qui soutiendrait aujourd'hui qu'une femme a été violée parce qu'elle portait une robe trop courte? Ah, on l'a dit. On ne le dit plus. Heureusement. Qu'une autre a été assassinée parce qu'elle a un mauvais caractère? On ne le dit plus. On l'a dit. Alors pourquoi est-ce qu'on continue à dire qu'un garçon ou une fille a été harcelé parce que... Pourquoi est-ce qu'on va chercher des motifs au harcèlement? Mais je suis désolé, aller chercher des motifs au harcèlement, c'est se placer sur le terrain des intimidateurs. Parce que les intimidateurs, eux, ils font toujours ce calcul-là. Tenez, derrière votre écran, là, faites une expérience. Replongez-vous dans vos souvenirs d'enfance ou d'adolescence. Il n'y avait pas, dans votre classe, un garçon ou une fille dont tout le monde se moquait? Cherchez bien. Ça y est? Vous avez le souvenir en mémoire? Très bien. Et maintenant, quel est immédiatement le premier réflexe qui vous vient à l'esprit? Vous vous dites, « Ah ouais, mais quand même, il n'était pas un peu bizarre ?» Spontanément, on a tous tendance à se mettre du côté de l'intimidateur. Je suis désolé, c'est le point de vue de la cible qu'il faut adopter. C'est le point de vue de la victime, c'est pas celui des intimidateurs. Arrêtons avec ces catégorisations. J'étais dans une académie voisine il y a peu de temps, avant les vacances de Noël, et le référent académique me racontait l'histoire suivante. Il avait reçu un coup de fil d'une maman dont le garçon était victime de brimade à l'école, et spontanément, cette mère de famille dit au référent, « Ah oui, mais vous comprenez, il est un peu efféminé. » C'est-à-dire que cette dame avait d'entrée pris le point de vue des intimidateurs. Je suis désolé, il y a des garçons qui sont efféminés et qui sont harcelés, il y a des garçons qui sont efféminés et qui ne sont pas harcelés, il y a des garçons qui sont efféminés et qui sont harceleurs, et des garçons qui sont efféminés et qui ne sont pas harceleurs. Ça n'a rien, mais ce qui s'appelle rien, à voir. Sauf que spontanément, qu'est-ce qu'on fait? On va aller chercher des raisons, des causes, des motifs. C'est le piège majeur. Et le problème, c'est qu'effectivement, ce texte est ancien, mais personne ne l'a lu en France. Enfin, pas grand monde. C'est toute l'œuvre de René Girard qui est derrière cela. Et c'est René Girard qui a montré ce qu'il a appelé les stéréotypes de la persécution. Et l'un des stéréotypes les plus puissants de la persécution consiste toujours à considérer que la victime est pour quelque chose dans ce qui lui arrive.
Ce stéréotype, il est porté par nous-mêmes, il est porté par les intimidateurs, il est porté par les victimes elles-mêmes. Et les victimes, ce stéréotype est tellement fort que les victimes s'interrogent pour savoir ce qu'elles ont fait. Pourquoi est-ce que cela leur arrive ? Mais là encore, interrogez-vous, il arrive un accident de la route, qu'est-ce qu'on dit ? Ah, eh bien, il conduisait pas un peu vite ? Il y a eu une agression ? Ah ouais, mais pourquoi il est sorti dans ce quartier à cette heure-là ? Une contamination ? Est-ce qu'il mettait bien son masque ? C'est tout le temps la faute de la victime. Arrêtons avec cela. Nous ne devons jamais être porteurs de ce stéréotype. Entretenir l'idée qu'un motif serait à l'origine d'une agression équivaut à adopter le point de vue des persécuteurs. C'est celui des victimes que nous devons systématiquement adopter. Vous voyez qu'il y a du boulot à faire, hein ? Parce que je suis certain que le stéréotype de la persécution, vous l'avez entendu, peut-être même l'avons-nous nous-mêmes porté. On fait la même chose avec les harceleurs. On s'imagine qu'il y aura un profil type de l'élève harceleur. Ça, c'est la question classique du journaliste. Alors, depuis qu'ils savent que je travaille sur la méthode de la préoccupation partagée et que je rencontre des victimes, alors là, ça c'est... Mais montrez-nous un harceleur, comment c'est fait un harceleur. Mais un harceleur, c'est fait comme vos enfants. C'est fait comme vous-même lorsque vous étiez à l'école. Les harceleurs, ce sont des enfants comme les autres. Ils prennent part à l'intimidation parce qu'ils sont, comme les autres, pris dans le piège. Et puis on s'imagine aussi que les pères seraient neutres. On imagine qu'il y aurait... Vous savez, j'ai écrit j'ai dit d'abord, j'ai écrit ensuite une bêtise. Ça arrive à tout le monde. Mais il y a prescription. Première fois, c'était en 2006, quand on a créé le premier site, harcèlement entre élèves, quand on a créé un site avec Bertrand Gardette, on avait fait un schéma, un triangle, avec la victime, les harceleurs, et puis les pères. On a écrit ça on a fait ça en 2006. Et puis en 2010, dans le livre Harcèlement et brimade entre élèves, on a récidivé. Bon. C'est pas grave d'écrire une bêtise. Quand on s'aperçoit que tout le monde la reprend, c'est plus fâcheux. Parce que ce triangle, permettez-moi de vous dire, et je peux le dire très tranquillement puisque j'en suis l'auteur, c'est une énorme ânerie. Imaginez qu'il y a des victimes indépendantes, des harceleurs indépendants et des pères qui seraient neutres, c'est regarder, j'allais dire, c'est confondre une photographie et un film. On a vu la photographie, on n'a pas vu l'aspect mouvant des choses. Les pères ne sont pas neutres. Sans leur rire, sans leur silence même, l'intimidation n'existerait pas. Le père n'est jamais, les pères ne sont jamais neutres. Vous voyez que tout ça, c'est des façons de se représenter, d'essentialiser les protagonistes. C'est l'obstacle numéro 2. Et puis bien sûr, le troisième obstacle, qui peut-être explique tout le reste, c'est le fait de ne pas voir le contexte. C'est la méconnaissance du rôle joué par le groupe. Si certains pays utilisent ce terme, Anatole Picasse a utilisé ce terme, et d'ailleurs a toujours refusé le terme de schoolbullying, préféré le terme de mobbing, c'est bien justement parce que le groupe est omniprésent dans toutes les situations d'intimidation. Le groupe est au cœur. Tout ce qui se passe à l'école est nécessairement vu, observé par un groupe qui ne peut jamais être neutre. Et comme aujourd'hui le groupe, il nous suit avec un téléphone portable,
comme le groupe, c'est aujourd'hui un groupe WhatsApp ou un groupe ce que vous voulez, mais ce groupe est omniprésent. Il est encore plus présent dans le cyberharcèlement, je vais en dire un mot. Et le groupe, le rôle du groupe est essentiel. C'est le groupe qui fait la répétition. Le surnom, la moquerie, chacun. Combien de fois chacun le répète-t-il ? 2 fois, 3 fois, pas plus. Eh bien, ce sont ces 2 fois, 3 fois, pas plus, multipliés par 30 élèves de la classe, et peut-être plusieurs centaines dans le collège, qui fait que ce surnom a été multiplié par autant de... Chacun, combien de fois ? C'est pour ça d'ailleurs que nous ne nous en souvenons pas. C'est pour ça que replongez-vous dans votre passé scolaire. Ce garçon, cette fille dont nous nous moquions lorsque nous étions en 6e, 5e, 4e, nous l'avons oublié. Nous l'avons complètement oublié. Nous l'avons appelé par un surnom. Souvenez-vous ? Ah ouais, mais... ouais, combien de fois ? 2, 3 fois ? Ah ben non, c'est pas grave. Ah oui, sauf que 2, 3 fois multiplié par 30, multiplié par je ne sais combien d'années, ça fait des dizaines de milliers de fois que le garçon ou la fille a été appelé par un surnom. Chacun. Oh, nous, on n'a rien fait, hein ? Ben non, on n'a rien fait. C'est vrai qu'on n'a rien fait. J'ai eu la possibilité, pendant le premier confinement, j'avais du temps, j'ai eu la possibilité pour la justice suisse, j'ai eu la possibilité d'expertiser une situation de cyberharcèlement. S'étant produite d'ailleurs dans un des établissements alternatifs dont parlait monsieur le recteur tout à l'heure. J'ai eu sous les yeux et dans les oreilles les échanges WhatsApp. Et j'ai vu à quel point l'effet de groupe est énorme dans les situations de cyberharcèlement. Il y en a un qui commence avec une remarque raciste. Et tous les autres surenchérissent. Il y en a un qui va lancer une remarque sexiste. Et tous les autres vont surenchérir. Dans un groupe WhatsApp, pour pas citer de marque, dans un groupe de ce type, il n'y a pas de nuance. Il n'y a pas de propos nuancés. Il n'y a pas quelqu'un qui peut venir dire « Ah ouais, non, c'est peut-être pas si simple ». Non, non. Il n'y a que de la surenchère. C'est le groupe qui fait la répétition. C'est le groupe qui fait la disproportion des forces. C'est pas le gros costaud contre le petit tout faible. C'est les plus nombreux contre ceux qui sont isolés. Et puis, c'est l'incapacité pour la cible de se défendre par elle-même. Face à l'agression de quelqu'un, une agression isolée, on pourrait rétorquer, on pourrait répondre face à une agression isolée. Et j'entendais tout à l'heure parler de la méthode du 180 degrés qui consiste à renverser les choses. Oui, tout à fait. Lorsqu'il s'agit de quelqu'un qui vous agresse isolément. Mais lorsque c'est un groupe, qu'est-ce que vous voulez faire ? Qu'est-ce que vous voulez faire contre un groupe ? Il n'y a encore une fois que la main secourante de l'adulte qui peut venir tirer le garçon ou la fille de la difficulté dans laquelle il se trouve. Un mot enfin du silence des cibles. Il y a un slogan, les slogans sont toujours intéressants et ils ont toujours leur effet pervers. Il y a un slogan qui consiste à dire « le harcèlement, parlons-en ». Bien sûr que le harcèlement, il faut en parler, c'est évident. Sauf que si c'était simple d'en parler, eh bien, toutes les victimes en parleraient spontanément. La vraie difficulté, c'est que les victimes sont enfermées s'enferment dans le silence pour toutes les raisons possibles. La peur des représailles est sans doute la plus forte, et c'est pour ça que si l'on a développé
avec la méthode de la préoccupation partagée, une approche non blâmante. C'est pas par un goût immodéré ou par une détestation des sanctions, pas du tout, c'est pas ça. C'est justement parce que, en adoptant une approche qui sera non blâmante, eh bien on évite le risque de représailles, on évite toutes les craintes que les enfants peuvent avoir vis-à-vis des équipes. Il faut bien savoir une chose, il faut bien comprendre une chose, c'est que, à tort ou à raison, et j'espère que de plus en plus ce sera à tort, les élèves victimes d'intimidation ne font pas tellement confiance aux adultes pour régler leurs problèmes. Ils ont peur que les responsables de l'établissement alertent leurs parents, ils ont peur de décevoir leurs parents, ils ont peur que l'école adopte des dispositions qui ne seront pas les bonnes, ils ont peur ils redoutent le manque de confidentialité. Vous voyez, donc, si un élève victime d'intimidation se tait, c'est pas par hasard. Tout va enfermer l'élève dans ce silence. Et ça, nous devons le savoir. Voilà pour ce qui me paraissait nécessaire d'éléments théoriques pour penser la situation. Débarrassons-nous du terme de harcèlement. Intervenons sitôt qu'une situation est portée à notre connaissance. Arrêtons de caractériser les victimes. Arrêtons de considérer que quelqu'un est harcelé parce que... Non. Il est harcelé parce qu'il est tombé dans un piège. Il est harcelé parce qu'il est tombé dans un piège dans lequel n'importe qui serait tombé. Il est harcelé parce qu'il est, comme toute victime, au mauvais moment, au mauvais endroit. Arrêtons enfin de ne pas voir le rôle essentiel du groupe. Et je voudrais dire un dernier mot sur le groupe. Vous savez, Marie Cartier, avec qui je travaille depuis plusieurs années maintenant, et qui m'a permis d'ailleurs de modifier considérablement, je vais en dire un mot tout à l'heure, la méthode de la préoccupation partagée, de l'adapter beaucoup plus à la situation des victimes. Marie Cartier a l'habitude de dire que lorsque un garçon ou une fille est victime d'intimidation, il ou elle a l'impression que tout à l'école lui est hostile. Voyez, que les murs même de l'école vont lui être hostiles. Donc, ce poids du groupe, très souvent, nous autres, en tant qu'adultes, en tant que professionnels, nous ne le voyons pas suffisamment. Pourtant, il est bien là au cœur. Et même les auteurs ne voient pas cela. Et là encore, les représentations sont parfois trop figées. On a un peu l'impression de décrire le harcèlement comme un groupe qui va tomber sur une victime. Ce qu'on ne voit pas, ce sont les relations qui existent entre les intimidateurs eux-mêmes. C'est pour ça que si on veut traiter une situation d'intimidation, il faut vraiment la décortiquer. Il n'y a pas de prêt-à-porter, il n'y a que du sur-mesure. Il faut que localement, les équipes soient formées. Et je ne doute pas qu'avec tout le travail qui est fait dans l'Académie de Rennes, maintenant les équipes à Rennes vont être extrêmement bien formées. Je retrouve d'ailleurs les équipes de Rennes en séminaire le 18, c'est-à-dire lundi prochain. On se retrouve encore une fois en visio, mais on se retrouve. Il faut que les équipes soient bien formées pour traiter la situation avec discernement, sans tomber dans aucun des pièges que nous avons pu décrire jusqu'à présent. Alors, cette méthode, elle est issue, il est vrai, des travaux d'Anatole Picasse, mais
nous l'avons appelé MPP, méthode de la préoccupation partagée, avec les 2 lettres FR, qui désignent la version francophone. C'est vrai que c'est une adaptation assez libre de la méthode. Nous avons approfondi les fondements théoriques, et j'en ai dit un mot tout à l'heure, et je vais peut-être en reparler dans un instant. Nous avons renforcé le soutien de la cible et de sa famille, je vais en dire un mot. Nous avons inscrit la méthode dans une temporalité, et puis enfin nous avons précisé le rapport à la sanction. Ça, ce sont les apports que nous avons fait par rapport à la méthode, j'allais dire, Picasse d'origine, ce qui fait qu'on ne peut plus, au sens strict, dans ce qui est fait en France, parler de la méthode de Picasse, mais bel et bien de la méthode de la préoccupation partagée dans sa version francophone. Alors, d'abord, en approfondissant les fondements théoriques, j'ai vraiment eu le sentiment que nous devions asseoir la méthode sur un socle de valeurs. Un socle de valeurs sans lesquelles la méthode, j'allais dire, n'a aucun sens, et j'aurais presque même envie de dire que si ce socle des valeurs n'est pas là, pour paraphraser Pascal, j'aurais tendance à dire qu'elle ne vaut pas une heure de peine. La méthode de la préoccupation partagée, c'est d'abord une attention à l'autre. C'est un souci pour celui qui ne va pas bien. Lorsque vous avez un garçon ou une fille de la classe, de l'établissement, qui vient vous dire « il y en a qui m'embêtent, ils se moquent de moi », on va être attentif à sa souffrance. C'est intéressant parce que je m'aperçois alors dans un livre avec Marie Cartier, nous avons essayé de remédier à cela, mais je me rends compte que les enseignants ne se sont jamais dotés d'un code de déontologie. C'est curieux. Les quantités de professions qui travaillent en relation avec l'humain se sont dotées d'un code de déontologie ou d'un serment d'Hippocrate pour les médecins. Pourquoi est-ce que les médecins se sont dotés, il y a 2500 ans, d'un serment d'Hippocrate et pas les plombiers ou les charcutiers? Parce que si mon plombier est pervers, n'empêche pas de réparer ma chaudière. En revanche, le médecin pervers, ça pose davantage de questions. Et l'enseignant, il n'a pas un certain nombre de valeurs auxquelles il est immanquablement attaché. On a essayé avec Marie de rédiger un serment d'Hippocrate des enseignants. Est-ce que l'une des valeurs fortes qui doit nous unir, ce n'est pas justement cette attention à l'autre, ce souci de celui qui ne va pas bien? Lorsque vous allez rencontrer, comme je vais vous le montrer dans la méthode, lorsque vous allez rencontrer un garçon ou une fille et allez lui dire « Je suis inquiet pour tel élève, il va pas bien, qu'est-ce que tu peux m'en dire ?» C'est pas une posture, c'est pas un jeu de rôle, c'est quelque chose auquel on croit, c'est quelque chose auquel on est plus qu'attaché. Nous ne supportons pas que dans nos établissements, des garçons ou des filles aillent mal, souffrent pour des raisons qui sont directement liées à l'école. Un respect absolu des personnes, y compris des intimidateurs. Et ça encore, c'est la force de la méthode. Les intimidateurs ne sont pas catégorisés comme étant des espèces... Nous ne les prenons pas comme des suspects. Nous n'arrivons pas avec une méthode inquisitrice. Et c'est justement ce qui fait la force de la méthode. Nous arrivons avec un respect absolu des personnes. Les actes commis sont insupportables, ils doivent cesser, on doit y mettre fin. Les personnes restent respectables. Si la méthode marche bien, c'est parce qu'il y a ce respect des personnes et parce que nous laissons, comme je vais vous le montrer, la possibilité aux garçons et aux filles que nous rencontrons de s'en sortir la tête haute, de s'en sortir par le haut. Discrétion, tact, délicatesse, confidentialité. Si les victimes
ont de la peine parfois à nous parler de la réalité de leur situation, c'est parce qu'ils redoutent que ce qu'ils disent ne sera pas confidentiel. Et je reviens à notre idée du serment d'Hippocrate. Nous sommes-nous interrogés, nous interrogeons-nous sur notre devoir de discrétion, sur le secret professionnel dans nos métiers? Nous interrogeons-nous sur ce sujet? Ce qui se dit dans les entretiens doit avoir un caractère hautement confidentiel. Il ne s'agit pas d'aller le répéter à tout le monde. Enfin, une volonté d'instaurer une relation de confiance. La méthode de la préoccupation partagée, c'est de la confiance généralisée. Le chef d'établissement doit faire confiance à son équipe. Ce n'est pas lui qui va d'abord intervenir. Il va laisser l'équipe traiter. Il restera en réserve. Bien sûr qu'il sera très informé de ce qui se passe. Merci beaucoup. Mais bien sûr qu'il faut qu'il intervienne si c'est nécessaire. Mais il va se mettre en retrait. Il va faire confiance à l'équipe. Aux familles, on va leur demander de faire confiance à l'école. Lorsque la situation va être portée à la connaissance des familles, de l'école, pardon, on va dire aux familles, laissez-nous faire. On a une méthode. Elle marche bien. 80% de réussite dans l'évaluation, 82% même, dans l'évaluation faite à Versailles, 90% dans l'évaluation faite à Lausanne. La méthode marche très bien. Laissez-nous quelques temps. Laissez-nous 2 semaines, tenez. Voyez, pendant ce temps-là, observez ce qui arrive à votre enfant. Observez s'il va mieux. Nous, on va traiter tout de suite. Faites-nous confiance. Confiance que nous portons aux élèves en leur disant « Qu'est-ce que tu peux faire pour que ce garçon ou cette fille aille mieux ?» Je leur fais confiance pour qu'ils trouvent eux-mêmes une solution au problème qu'ils ont créé. C'est l'exact inverse de la méfiance. C'est l'exact inverse d'un modèle inquisiteur. C'est l'exact inverse d'un modèle... Comment utiliser le terme pour ne pas être blessant à l'égard d'une profession ? Vous voyez, il ne s'agit pas d'arriver là avec le paradigme du juge d'instruction, ou celui du policier, ou celui du CPE à l'ancienne, surveillant général. Vous voyez, non, il s'agit d'arriver avec un paradigme radicalement différent. Et il marche de façon extraordinaire. J'étais en décembre dans un établissement dur, avec des élèves qui, pour certains, avaient quelques expériences de la garde à vue et qui, savaient un peu de quoi était fait le monde des adultes et le monde très dur. Et la méthode avait été implantée avec succès. Et les collègues me disaient à quel point cette méthode, basée sur la confiance, sur le respect, sur le souci de l'autre, déstabilisait totalement ces élèves qu'on aurait pu qualifier de prêts je ne sais quoi. Voyez, justement parce qu'on ne les abordait pas comme des pré-délinquants, mais comme des garçons et des filles pris dans des pièges dont il serait souhaitable qu'ils sortent. Donc voyez, ce socle de valeurs, s'il n'est pas là, arrêtez tout de suite la méthode de la préoccupation partagée. Si vous ne l'avez pas chevillée au corps, laissez tomber tout de suite. C'est pas la peine. C'est pas négociable, cette affaire-là. Forcément, il y a des gens qui nous copient. Bon, c'est plutôt bon signe, ça veut dire qu'on est efficace. On a des copistes. Je peux vous donner des noms si vous voulez. Qui se contrefichent de tout cela, qui ont vu là une technique qui peut être vendue. Il faut quand même dire les choses. Et ils la vendent cher. Et donc, non. Si c'est une technique, si ça n'est pas une éthique, ça ne peut pas marcher. Et encore une fois, non seulement ça ne peut pas marcher, mais je reprends ma formule, ça ne vaut pas une heure de peine. L'inscription de la méthode dans une temporalité, ça aussi c'est une adaptation que nous avons fait subir à la méthode Picasse dans sa version originelle.
il y a 3 éléments essentiels. D'abord, une rapidité d'intervention. Une situation est portée à votre connaissance cet après-midi, eh bien, dès cet après-midi, vous avez rencontré la victime. Et peut-être bien que dès ce soir, vous aurez rencontré 2, 3, 4, 5 élèves qui ont participé à l'intimidation. Et demain sera vendredi, vous aurez rencontré les autres. Et allez, au plus tard lundi, vous aurez déjà fait votre première série d'entretiens. Pas d'enquête, pas d'interrogation du type « est-ce que c'est du harcèlement, est-ce que ça n'en est pas ?» On intervient tout de suite. C'est essentiel pour les victimes qui sont rassurées, qui ont l'impression que tout à coup, il y a 4, 5 adultes de l'établissement qui interviennent pour régler leur situation. Et c'est très efficace du point de vue des élèves intimidateurs. Parce qu'eux aussi se rendent compte que pour des choses qu'ils considèrent comme étant des broutilles, des riens, des moqueries, des jeux d'enfants, Only Playing Miss, c'était le titre d'une campagne anglaise il y a presque 20 ans là-dessus. C'est juste pour rire. Voyez, pour les élèves intimidateurs, c'est ça. Ils s'aperçoivent tout à coup qu'il y a 4-5 adultes qui interviennent. Oula, ça doit être grave. Cette rapidité d'intervention, elle fait stopper l'intimidation tout de suite. Soyons pas naïfs, elle est capable de recommencer dans 2 semaines, hein. Mais ça la fait cesser tout de suite et ça permet à la victime d'avoir la paix. Des entretiens brefs. Je vais vous les montrer tout de suite. Des entretiens extrêmement brefs, 2-3 minutes, pas plus. Alors ça c'est le challenge le plus difficile, parce que nous avons l'habitude, et nous aimons bien, nous en tant que professionnels, les entretiens longs. Hein. Nous aimons bien que ça dure, on veut savoir le pourquoi du comment, donc on fait durer. J'avais fait un schéma que j'ai pas refait ici avec les équipes là, des 6 académies dans une visio qu'on avait fait ensemble. Vous savez, d'un entretien long, l'élève a toutes les portes de sortie ouvertes. Voyez. Il s'en échappe avec une facilité extraordinaire. D'un entretien bref, centré sur 2 choses. Je suis inquiet pour tel élève, il va pas bien, qu'est-ce que tu peux m'en dire ? 2, qu'est-ce que tu peux faire pour qu'il aille mieux ? Et je ne veux que cela. J'ai un objectif unique, qu'il reconnaisse que l'élève ne va pas bien et qu'il trouve une solution au problème. C'est mon objectif unique. Rien ne m'en fera dévier. 2 minutes, 3 minutes, pas plus. Enfin, un traitement qui ne doit pas excéder 2 semaines. La situation est portée à votre connaissance demain matin ou cet après-midi. Dites-vous bien que vous avez toute la semaine prochaine et une partie de l'autre pour la traiter. Dans 2 semaines, vous ferez le bilan, ou bien l'intimidation a cessé, et très bien, et dans 8 cas sur 10, elle a cessé. Et après, vous aurez à consolider. Si elle n'a pas cessé, c'est sans doute que vous avez affaire à quelque chose de plus grave. Soit, alors c'est toujours pareil, hein, quand il y a un problème, soit ça vient de nous, soit ça vient du sujet. Soit nous n'avons pas su faire, nous avons mal utilisé la méthode, soit nous nous sommes trompés de diagnostic. Il faut faire autre chose. C'est pour ça qu'aux familles, vous pourrez dire très simplement aux familles, lorsque la famille de l'élève va arriver inquiète, un peu remontée contre l'école, en disant « mais quoi, vous faites rien, qu'est-ce qui se passe, mon enfant souffre », vous pourrez leur dire « écoutez, laissez-nous 2 semaines ». Ce qui n'est pas un délai extrême, laissez-nous 2 semaines, et dans 2 semaines, on refait le point. Croyez-moi, si dans 2 semaines, les choses n'ont pas changé, si l'intimidation est encore au même niveau dans 2 semaines, alors là, croyez-moi, on passera à des méthodes plus coercitives. Et c'est à ce moment-là qu'on pourra envisager des sanctions. Cela dit, si on doit envisager des sanctions, il faut bien se dire que des fois, il faut sanctionner.
Moi, j'ai rien contre la sanction, hein, ça c'est pas du tout. Mais il faut bien savoir que si l'on sanctionne, il faudra soutenir encore plus la victime. C'est inévitable. Si ces 3 conditions ne sont pas remplies, on va directement vers l'échec. C'est la condition de réussite de la méthode. Un rapport à la sanction, c'est non blâmant. Bien sûr, la méthode est non blâmante. Mais elle n'est pas non blâmante par culte de la bienveillance ou par détestation de la sanction. Elle est non blâmante par efficacité. Elle est non blâmante, et ça, on peut l'expliquer aux familles. On peut expliquer aux familles, demander à votre enfant que souhaite-t-il ? La sanction des intimidateurs ou la fin de l'intimidation ? Donc, la sanction est suspendue. Elle est mise en suspens pendant le temps de l'intervention, pendant 2 semaines. Ce qui n'est pas non plus... Bon. Mais évidemment, les personnels engagés dans la MPP n'ont pas le pouvoir de sanction. Ça, alors là, soyons clairs. Hein. Le pouvoir de sanction, il est entre les mains du chef de l'établissement. Bon, bien sûr... on a gardé, et ça fait 20 ans cette affaire, hein, et pas eu aucun ministre depuis de juillet 2000 n'a pris sa plume pour réfléchir un peu à la question de la sanction. C'est un sujet... c'est des sujets qu'on n'aime pas. Mais on a gardé ce système de justice privée, vous savez, qui est l'heure de retenue. Hein. Si vous êtes le champion du monde de l'heure de retenue, ne rentrez pas dans la méthode de la préoccupation partagée. Lorsque vous direz aux élèves « mais rassure-toi, il n'y aura pas de sanction, ça n'est pas mon rôle », ils ne vous croiront pas. Donc, vous voyez, non. Le pouvoir de sanction, c'est très clair, il est entre les mains du chef de l'établissement et de son adjoint. C'est tout. Le reste, moi, je ne sais pas ce que c'est. Système de justice privée, donner des protocoles. Bref, il y a faute, il y a sanction, il n'y a pas faute, il y a... Ouais. Mais mes premiers travaux sur la vie scolaire, c'était là-dessus. On avait travaillé sur cette question-là. Vous savez, on avait pris le registre de colle de certains établissements, des heures de colle, et on avait vu le côté complètement... D'ailleurs, mon premier texte sur l'intimidation, qui date de 2000 ou 2001, j'avais travaillé là-dessus un peu aussi. Non. Et la sanction, elle est mise en suspens. Hein. Elle n'est pas strictement, supprimée. Ça, c'est pas ça. Il faut une équipe. Et ça, monsieur le recteur l'a dit tout à l'heure, c'est un travail d'équipe. Moi, j'étais convaincu, quand j'ai commencé il y a 20 ans, à travailler sur la question du harcèlement, et je m'étais dit, je me souviens, on l'avait dit avec Bertrand Gardette, on s'était dit, si on y arrive, ça va remettre en cause notre façon de travailler. Si on y arrive, ça peut tout remettre en cause. Donc c'est certain qu'il faut un travail d'équipe. Il faut quelque chose dans lequel on travaille autrement. J'ai cru comprendre qu'il y avait un Grenelle de l'éducation, non ? Je me suis trompé ou quoi ? Je pense que ces questions-là, il faudrait peut-être bien les débattre, les poser sur la table, et se dire oui, si on veut travailler plus efficacement avec nos élèves, si on veut travailler aussi, je travaille beaucoup actuellement, dans le cadre justement avec les 6 académies, je travaille sur les questions de classes dites difficiles. J'ai essayé de voir comment la méthode de la préoccupation partagée pouvait aussi être, pas la méthode en tant que telle, mais les principes qui la guident pouvaient être transférés pour le travail des classes difficiles. Je pense qu'on peut aussi travailler sur les classes difficiles, parce qu'une classe difficile, classe chahuteuse, le terme de chahut, vous avez remarqué qu'il a disparu du vocabulaire, c'est intéressant. On ne parle plus de chahut, on parle de gestion de classe. Passionnant cette affaire. Le chahut, c'est un phénomène scolaire, très clair. C'est les élèves qui mettent le bazar. La gestion de classe, on a un peu l'impression que c'est la faute de l'enseignant. C'est étonnant, cette affaire. Hein. J'encadre le mémoire d'étudiantes, là, actuellement, et je leur ai parlé de ça, et elles ne savaient pas ce que voulait dire le terme chahut. C'est quand même assez significatif.
Bon. Je pense qu'on peut aussi travailler sur les classes difficiles, sauf qu'on peut-être travailler autrement. Il va falloir maintenant, très sérieusement, se mettre à travailler en équipe. Ça, c'est inévitable. Il faut l'engagement du chef d'établissement et l'engagement du chef d'établissement aux côtés de ses équipes. Et là encore, la méthode, elle est née. Ces méthodes sont nées dans des pays dans lesquels le management des établissements n'est pas conçu sur un modèle qui est celui que l'on a en France. Donc, il faudra peut-être effectivement songer à changer un certain nombre de choses. On n'appellera pas ça une équipe harcèlement. On appellera ça une équipe bien-être. Il faudra un protocole. Ça a été évoqué tout à l'heure par les référents. Un protocole, c'est-à-dire un texte, même j'aimerais bien qu'il y en ait deux, moi, texte. Un texte interne, c'est-à-dire un texte dans lequel on décline entre nous, on explique ce qu'on fait exactement, quel va être l'ensemble des dispositions qu'on mettra en œuvre si une situation se présente. Puis une version plus en direction des familles, pour que les familles sachent qu'est-ce qui va attendre qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qu'ils doivent attendre de l'école, et peut-être aussi en direction de toutes les familles. Et puis une évaluation, et l'évaluation elle est très simple, hein. Vous faites par année scolaire, nombre de situations traitées, nombre de situations résolues, combien d'élèves rencontrés, et puis des fiches qui vont permettre un suivi. On développe tout cela avec les équipes dans le dispositif national. Ça permettra un suivi, voyez. Une famille, on pourra lui dire, voilà, votre enfant, il a été rencontré tant de fois par telle et telle personne. Les élèves qui ont pris part à l'intimidation, ils ont été rencontrés nombre de fois. Voyez. Voilà ce qu'on a fait. Voilà où on en est. Voilà où était la situation de votre garçon ou de votre fille au début. Voilà où on en est. Voilà où on en est aujourd'hui. Et si ça recommence, parce que ça recommencera, il ne faut pas rêver. Bien sûr, il est quasiment inévitable que les choses recommencent sous une autre forme. Si ça recommence, on aura ce suivi. La méthode, c'est d'abord des rencontres avec la cible. Et ça, vraiment, c'est quelque chose que nous avons rajouté par rapport à la méthode PICAS, parce que, faut bien le dire, dans la méthode PICAS, les grands absents, c'est les victimes et leurs familles. Alors ça, moi ça m'a choqué dès le départ, et on a vraiment inversé l'ordre des choses. Avec PICAS, on commence directement avec les intimidateurs. Non, l'objectif est d'abord de rencontrer la cible et peut-être ses parents. On verra, ça dépend chez les petits, évidemment, chez les plus grands, ça se discute avec l'accord de l'élève. Ensuite, et en parallèle, j'allais dire, des rencontres individuelles avec les intimidateurs, avec ceux qui ont pris part à l'intimidation, et puis, enfin, des phases de suivi. Les rencontres avec la cible, elles ont pour objectif, d'abord, d'assurer la cible du soutien de l'établissement. Le philosophe Paul Ricoeur, dans deux de ses textes, écrits d'ailleurs tout à fait à la fin de sa vie, dans les années 2000, il est mort en 2005, dans deux textes, Ricoeur s'est interrogé, enfin non, un en particulier porte un titre qui est très éloquent. Ce titre, c'est « Le juste, la justice et son échec ». Et Ricoeur, qui parle de la justice pénale, et il me semble que la justice pénale est plus complexe que la justice scolaire. Et le sentiment de justice est un élément essentiel du climat scolaire. Le sentiment d'injustice crée un très mauvais climat scolaire. Et je me suis beaucoup inspiré du texte de Ricoeur pour adapter la méthode au contexte français. Ricoeur dit, en substance, il y a échec de la justice à chaque fois que l'institution ne reconnaît pas la victime dans sa souffrance. Les victimes ont d'abord besoin d'être reconnues dans leur souffrance. Il ne s'agit pas de victimiser tout le monde, ce n'est pas le sujet. Mais il s'agit d'abord en face, il s'agit que quelqu'un qui a été la cible de l'intimidation
ait en face de lui, en face d'elle, une personne attentive, bienveillante, empathique, qui l'écoute et qui ne mette pas en doute la réalité de ce qui lui arrive. Oui, ce qui t'arrive n'est pas acceptable. Oui, nous allons faire quelque chose. Nous allons nous occuper de toi. Vous savez, puisque j'ai commencé à travailler en 2000, pendant 10 ans, j'ai été dans les établissements scolaires à l'écoute de ces garçons et ces filles qui étaient victimes de harcèlement et qui, lorsqu'ils allaient voir un adulte, spontanément, l'adulte minimisait les choses. Leur disait, j'ai même fait la liste tout à l'heure de toutes les remarques qu'on a entendues de la part de certains adultes. Non. La première des choses à faire, c'est que dans l'établissement, il y ait un personnel formé, et il n'y a pas besoin d'une formation non plus, il n'y a pas besoin d'être psy, pour écouter, sécuriser. Sécuriser en anticipant la peur des représailles. On sait très bien que tu redoutes cela. Il faut que l'élève cible ait le sentiment qu'il a en face de lui quelqu'un qui sait de quoi il parle. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est pour ça qu'il faut se débarrasser de tout ce que j'ai présenté tout à l'heure comme étant des obstacles ou des pièges. Il faut que l'élève ait face à lui quelqu'un qui sait de quoi il parle, qui connaît le sujet de l'intimidation, qui connaît le risque de représailles, il connaît ça par cœur, qui connaît l'effet de groupe. Et qui crée en quelque sorte une alliance. Vous voyez, dans la rencontre avec la cible, il faut aller vers la cible. C'est à nous d'aller vers la cible. Dans la rencontre avec les intimidateurs, ça va être l'inverse. Mais dans la rencontre avec la cible, il faut aller vers la cible. Il faut qu'elle ait cette écoute empathique. Et renforcer sa confiance. Vous voyez, ne pas l'enfoncer dans sa souffrance. Et vous allez voir comment certaines remarques. Marie Cartier, qui m'a beaucoup aidé, à renforcer la méthode dans cet aspect-là, plus qu'aider, c'est elle qui est à l'origine de tout cela. Marie Cartier dit qu'au fond, il est assez difficile d'aider une victime. Parce que spontanément, on tombe dans des pièges. Voyez. Donc vous avez là quelque chose d'absolument essentiel. L'accueil doit se faire dans un endroit où la confidentialité est garantie. Là encore, confidentialité absolue, tout ce que tu dis là, ça restera entre nous. Et s'il y a quelque chose que tu veux que je communique à quelqu'un, dis-moi à qui. Tu veux que j'en parle à ton professeur ? Oui, non. Tu veux que ça reste entre nous ? Voyez. Tu veux que j'en parle à tes parents ? Pour les plus grands. Pour les plus petits, la question ne se pose pas. Tu veux qu'on en parle à tes parents ? Tu as peur d'en parler à tes parents ? Tu préfères que ce soit moi qui en parle à tes parents. Tous ces points, il faut les aborder. Inutile de vous dire que quand je parlais tout à l'heure de l'entretien qui durait 2 ou 3 minutes, c'est pas l'entretien avec la victime qui dure 2 ou 3 minutes, hein. C'est l'entretien avec les intimidateurs. L'entretien avec la victime, évidemment, il doit durer le temps nécessaire. Et on doit le rencontrer autant de fois que la victime, la cible, le demande. Le recevoir avec gentillesse, de manière chaleureuse. L'élève doit se sentir bienvenu. On doit créer un sentiment de sécurité. Et là encore, quand je vous disais, il faut des valeurs à la base de tout cela. C'est pas du travail de psy. C'est de l'empathie. S'il n'y a pas ces valeurs-là, alors, encore une fois, la méthode ne vaut rien. Évitez les conseils. Ah là là. Et nous avons tous spontanément tendance à vouloir donner des conseils. Et c'est un travers humain. Vous ne pouvez donner des conseils que lorsque vous avez créé cette relation d'alliance. Vous ne pouvez donner des conseils que lorsque vous êtes très, très informé de la situation, que vous avez, avec l'élève, fait vraiment le tour du problème, et que vous avez créé à cet élève une relation de véritable empathie, relation d'alliance.
à ce moment-là, vous pouvez donner des conseils. Je vais vous donner un exemple. On avait un garçon, c'est une situation qu'on a traitée, mais il y a 15 ans de cela. Un garçon qui était en lycée technique, malmené par ses pairs, qui l'isolaient, qui le refusaient il était vraiment malmené de tous les côtés par ses camarades. Et ce garçon, on en a tous connu un peu des garçons comme ça ou des filles. Il avait tellement peur d'être exclu, ce qui était le cas, il était exclu, qu'il collait les élèves, il collait le groupe, il les suivait, voyez. Et on avait bien observé, c'était dans l'établissement où travaillait Bertrand, on avait bien observé cette situation. Et il a fallu à un certain moment lui expliquer que ce qu'il faisait n'était peut-être pas la bonne stratégie. Qu'au lieu de les suivre, il le promenait dans tout l'établissement. En plus, c'était un établissement qui avait une forme circulaire, donc il le faisait tourner comme ça. Au lieu de les suivre, il pouvait les manger tout seul au self. Hein. Il pouvait. Sauf que ce conseil-là, vous ne pouvez lui le donner qu'à partir du moment où il a confiance en vous, qu'à partir du moment où la relation d'alliance s'est véritablement établie. Avant, c'est pas la peine. On a mis ici, avec Marie Cartier, quelques-unes des formules qu'il faut à tout prix éviter. Ne t'inquiète pas, ça va s'arranger, ils vont s'arrêter. Ah non, ils ne vont pas s'arrêter. Et ça ne va pas s'arranger. Donc inutile de dire cela. Ne te laisse pas faire. Alors ne te laisse pas faire, ça c'est quand même le sommet. La victime ne peut pas se défendre par elle-même, et on va lui dire, défends-toi par toi-même. C'est une méconnaissance, un contresens absolu de la situation. Les victimes sont dans l'incapacité de se défendre par elles-mêmes. Qu'est-ce qu'on leur dit ? Défends-toi par toi-même. Je suis intervenu l'année dernière dans des assises qui avaient lieu à Lyon. Il y avait le sportif multimédaillé Christophe Lemaître qui avait été victime de harcèlement au collège et qui disait supporter les brimades des camarades toute la journée, c'est insupportable. Mais ce qui en rajoute encore une couche, c'est les réflexions de l'entourage qui disent « te laisse pas faire, pourquoi tu te défends pas ?» etc. Voyez. T'occupe pas d'eux, tu vaux mieux qu'eux, t'es plus intelligent, plus mature. Vous enfermez l'élève dans une espèce de tour d'ivoire qui lui est hautement préjudiciable. T'es sûr qu'ils sont si méchants que ça ? Ben oui. Ils sont pas méchants, mais leurs propos sont très durs. T'es pas un peu susceptible ? Tout ça, c'est du vécu. Hein. J'invente rien, moi. Ça, c'est. Ils l'ont pas fait exprès. Le prends pas mal. T'es sûr que tu les cherches pas un peu ? Tu pourrais faire un effort pour mieux t'intégrer ? Etc. Etc. Ça, c'est toutes les formules, j'allais dire. C'est marrant parce que j'étais, il y a un mois et demi, dans un établissement scolaire et j'avais mis ça, j'ai fait passer cette diapo et pendant la pause, il y a un collègue qui me disait « On en a tous dit l'une ou l'autre, hein, un jour ou l'autre, voyez. Faut que tu apprennes à te défendre, etc., etc. » Les rencontres avec les intimidateurs présumés, alors d'habitude j'ai une vidéo, mais là elle ne sera pas là, donc je vais vous la mimer. La rencontre avec les intimidateurs présumés, si l'entretien... Bon, je reprends ma situation qui a été portée à d'autres connaissances cet après-midi, là, en rentrant dans notre établissement. Donc vous avez rencontré longuement cet après-midi la victime. Et si l'entretien s'est bien passé, normalement vous avez posé la question à la cible, vous lui avez dit « mais alors donne-nous le nom de quelques élèves qui t'ennuient ». Et normalement elle a dû nous donner le nom de quelques élèves. Si elle ne nous le donne pas, c'est quand même un indice assez clair qu'elle ne nous fait pas confiance. Bon, déjà c'est pas bon signe. Mais normalement, elle nous donne. Si elle ne nous donne pas, on demandera au professeur principal ou au maître de la classe de nous indiquer quelques élèves. Et puis, il sera très bon de rencontrer non seulement les élèves qui nous ont été signalés, mais d'en rencontrer 2 ou 3 autres supplémentaires. Voyez ? On ne va pas s'arrêter aux intimidateurs présumés. On en mettra tout. Moi, j'en mets toujours un ou deux autres.
La méthode, la rencontre avec les intimidateurs, elle se passe en 2 temps. Bonjour, merci d'être venu me voir, je suis content de te rencontrer. Je suis professeur dans cet établissement, tu me connais peut-être, on s'est déjà croisés, et avec quelques collègues, je fais partie d'une équipe qui s'inquiète, se soucie des élèves qui vont pas très bien. Et justement, là, actuellement, on est préoccupé, on est plusieurs dans l'établissement à être préoccupés par la situation de tel élève, et je cite expressément son nom, il va vraiment pas bien. Qu'est-ce que tu peux m'en dire ? Jamais un seul instant, je n'évoque les faits. Jamais. Je n'évoque qu'une seule chose, l'élève qui ne va pas bien et l'inquiétude que j'ai pour lui. Je vous disais tout à l'heure, avec les victimes, on va vers elles. Avec les intimidateurs, je les amène vers moi. Je les tire vers cette inquiétude. Moi, je suis inquiet. Qu'est-ce que tu peux m'en dire ? Alors, bien sûr, vous avez celui qui va vous dire, c'est un classique, mais j'y suis pour rien, c'est pas moi, j'ai rien fait. Je suis en train de lire là actuellement les comptes rendus d'entretien. C'est une constante que nous renvoient les académies pilotes. C'est une constante. Non, mais rassure-toi, je suis pas là pour punir, ça n'est pas mon rôle. Je veux juste que tu me parles de cet élève, parce que vraiment, on est très inquiet pour lui. Il va vraiment pas bien. L'élève, peut-être, et d'ailleurs dans un très grand nombre de situations, l'élève débarrassé du poids de la sanction va dire ouais, c'est vrai, il va peut-être pas très bien. Puis vous avez toujours celui qui va dire bon, j'en sais rien, moi, s'il va bien ou pas bien. C'est pas moi de savoir s'il va bien ou pas bien. J'en sais rien, moi. Là, je mets fin à l'entretien. Tu n'as rien vu ? D'accord. Écoute, sois plus attentif, sois plus observateur. On va se revoir dans la semaine prochaine. Je viendrai te chercher, mais sois attentif. Parce que moi, vraiment, cette situation m'inquiète. La position de l'intervenant, c'est une alliance très subtile entre bienveillance, courtoisie, mais fermeté. Moi, j'ai un but. Je veux la fin de l'intimidation. Je serai très courtois. Je resterai tout le temps d'une courtoisie absolue, y compris en face de l'élève provocateur qui arrive se tenant mal, etc. Courtoisie absolue. Mais fermeté. Et moi, je continuerai les entretiens jusqu'à ce que l'intimidation soit finie. Et il se lassera avant moi. Croyez-moi. À chaque fois que l'élève ne suit pas la piste dans laquelle vous voulez le conduire, et la conduite c'est quoi ? C'est la sortie de l'intimidation, vous mettez fin à l'entretien. Mais il faut bien reconnaître que dans la plupart des situations, et y compris dans les établissements un peu difficiles, je vous parlais tout à l'heure de l'établissement dans lequel nous l'avons implanté, dans lequel ça marche très bien, eh bien, l'élève dit ouais, c'est vrai, oui, vous avez peut-être raison, ouais, c'est vrai, il va pas bien. Ah oui, tu l'as remarqué toi aussi, oui. Oui, non, mais il va pas bien, je confirme. Mais alors, dis-moi, qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Et qu'est-ce que toi, tu pourrais faire pour que ça se passe mieux pour lui ou pour elle ? Là encore, vous avez celui qui va vous dire ouais, c'est pas moi de faire quelque chose, il a qu'à se débrouiller. Vous avez tous les cas de figure. Mais quand même, globalement, vous avez surtout, alors chez les petits, ça marche. La méthode de la préoccupation partagée, on me pose souvent la question à partir de quel âge on peut la mettre en place. Ouais, l'expérience des écoles, après moi je suis pas, c'est le moins qu'on puisse dire, professeur de philosophie, j'ai pas une expérience énorme de l'enseignement l'école élémentaire, mais ouais, c'est CE2. Vous voyez, des fois, avant, je pense que peut-être l'intervention directe de l'adulte peut suffire avec la même méthode, avec la même logique. Tu sais, tel élève, tu sais, il va pas bien. Sois plus attentif à lui, vous voyez. On peut être un peu plus injonctif avec les tout petits, mais l'esprit reste le même. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Qu'est-ce que tu pourrais faire toi-même pour que ça se passe mieux pour lui ou pour elle ? Ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que les suggestions viennent. Moi, ça, j'en parlais tout à l'heure à la pause là, avec une collègue, on est toujours, je l'étais moi-même,
réticents à l'égard de ce genre de méthode. Ils disent ça ne peut pas marcher. Mais ça marche. Oui. Et les suggestions viennent assez facilement. Les suggestions chez les petits, elles sont parfois d'une fraîcheur réjouissante. Hein. Elles sont immédiates. Chez les plus grands, elles sont plus lentes. Oh, peut-être arrêter. Ouais, on va arrêter de se moquer. Ouais, je vais en parler. Je vais en parler aux copains. C'est pas cool ce qui lui arrive. À chaque fois qu'il y a une suggestion, on félicite. Tu vas le faire, hein? Je compte sur toi. Et lors du second entretien, parce qu'on le reverra nécessairement, la dernière fois tu m'as dit que tu allais faire telle chose. Tu l'as fait? Ah bon? Non, non, je ne l'ai pas fait, j'ai pas eu le temps. Oh, tu vas le faire tout de suite, hein, et tu reviens me voir après. C'est l'obstination, l'opiniâtreté, la fermeté de l'adulte qui est la condition clé de la méthode. Et puis ce sont bien sûr des rencontres de suivi, au cours desquelles on va s'assurer auprès de la cible que la situation s'est améliorée et auprès des intimidateurs que les suggestions ont bien été suivies d'effet. Il faut savoir que ce suivi, alors les entretiens avec les intimidateurs, ils s'étalent sur 15 jours, c'est clair. Après on arrête. On les reprend, si jamais la situation recommence, on recommence nous aussi. Par contre, le suivi de la cible, il peut durer beaucoup plus longtemps, bien sûr. La cible, il faut la voir autant de temps qu'elle ne va pas bien. Vous êtes en train de vous dire, oui, mais je vous vois bien derrière vos écrans, il ne parle pas du cyberharcèlement. Le cyberharcèlement, s'il a la forme classique, j'allais dire, ça commence à l'école, ça continue en ligne et ça revient le lendemain matin à l'école, la méthode de la préoccupation partagée marche parfaitement bien. D'ailleurs, y a-t-il, à part chez les tout-petits, aujourd'hui, des situations qui ne sont que des situations de harcèlement sans cyberharcèlement? J'ai cru comprendre, enfin en tout cas c'est le sentiment que j'ai d'après les échos qui remontent du terrain, que au moins dans deux de mes collègues et amis avec qui je travaille depuis des années, de CPE, Bertrand Gardet et Joël Busson, qui me disaient chacun de leur côté la même chose depuis le alors c'est en lycée, hein, c'est les CPE, sont tous les deux des CPE en lycée, et disaient on a de moins en moins de situations de harcèlement en direct, on a de plus en plus de situations de cyberharcèlement. Le confinement a fait exploser les compteurs du cyberharcèlement. Mais si nous ne sommes pas complètement confinés, si nous avons la possibilité de voir les élèves, alors de toute façon, il faut traiter la situation, qu'elle soit de harcèlement ou qu'elle soit de cyberharcèlement. Évidemment, ce qui pose question, bien sûr, c'est l'autre cas de figure et c'est un sujet, moi, qui me tient particulièrement à cœur, c'est la situation dans laquelle une agression commence en ligne et a des conséquences à l'école. Et il est bien évident que la situation du sexting est la forme de cyberharcèlement la plus dangereuse, la plus ravageuse, qui alors met en lumière la question du harcèlement comme jamais. Le sexting est révélateur du cyberharcèlement et du harcèlement. Vous voyez écrit en gros dans le sexting ce qui est écrit en plus petit dans l'intimidation à l'école. Une photographie est confiée dans un cadre intime et puis elle est par trahison, tout à coup, mise en public. C'est ce que les juristes appellent le sexting secondaire. La photo est réexpédiée par des pairs et à l'école, les élèves s'en prennent à qui? Ils s'en prennent-ils à celui qui a trahi? S'en prennent-ils à ceux qui ont renvoyé la photo? Non. Tous et toutes, avec une unanimité remarquable, s'en prennent à la victime. C'est de sa faute. Je vous parlais tout à l'heure du stéréotype de la persécution. Le stéréotype de la persécution, vous l'avez écrit en très gros dans le sexting. Unanimement, tout le monde va dire c'est la faute de la victime. Si vous n'avez pas bien compris, c'était, je crois, il y aura maintenant 1 an, reportez-vous à l'affaire Griveaux. Il a fallu une journée entière
pour que la presse s'intéresse à savoir qui avait trahi et qui avait renvoyé la photo. On a passé la journée à tomber sur la victime. Et ça, je suis désolé. Moi, autant sur tout le reste, je suis très optimiste parce que je vois ce qui se passe, je vois la mise en place de la méthode de la préoccupation partagée, je vois l'investissement des équipes et je suis très rassuré par ce qui se passe. Autant sur la question du sexting, je peux vous le dire très franchement, je suis extrêmement inquiet. Parce que le stéréotype de la persécution, il fonctionne à plein. Et j'en parlais encore récemment avec une équipe qui contestait. Ça passe pas, la question du sexting. Dire la victime n'y est pour rien, ça passe pas. Ou alors on essaye de nous sortir d'autres choses. Vous voyez, je suis désolé. Un garçon ou une fille comme un garçon, plutôt devrais-je dire, a le droit de séduire. Parce que qu'est-ce que c'est que cette photographie qui a été envoyée, sinon une tentative de séduction? Les filles n'auraient pas le droit de séduire? Répondez à cette question. Qu'est-ce qui fait qu'il y a en nous quelque chose qui vient dire « Ah ouais, mais non ». Toutes les campagnes, Yara Barentsedias, chercheuse suisse, travaille au Canada maintenant, a fait sa thèse là-dessus. Les résultats de son enquête est accablant. Les résultats sont accablants. L'essentiel des campagnes de sensibilisation contre le sexting s'adresse aux victimes. Et elles disent « Fais attention à ce que tu publies ». Autrement dit, c'est de ta faute. Le stéréotype de la persécution, il fonctionne comme jamais. L'effet de groupe, il fonctionne comme jamais. Tous et toutes vont toutes tomber sur la victime. Inutile de vous dire qu'en face d'une situation de sexting, si nous, on ne fait pas front, si nous, on ne rassemble pas les forces de l'école pour soutenir la victime, alors on débouchera sur des situations terribles. Il y en a une dizaine déjà. Celles qu'on connaît de suicide, de filles pour l'essentiel. Les victimes connues pour l'instant sont des filles. Si nous ne faisons pas bloc pour défendre la victime, parce que là c'est plus que les sables mouvants, la question du sexting. C'est plus que les sables mouvants. La victime, elle a l'impression qu'il y a tout, absolument tout, qui lui tombe dessus. Si nous ne sommes pas solidaires à côté d'elle, si nous n'avons pas, il y a sur le site Non au harcèlement une vidéo dans laquelle Marie Cartier évoque les bons réflexes à avoir face à une situation de sexting. Si on n'a pas les bons réflexes, eh bien, nous serons responsables des drames qui arriveront. Je sais que notre point de vue qu'on a développé avec Marie Cartier sur la question du sexting et qu'on a développé dans un livre a choqué certains, je le sais. Je suis désolé, si on n'est pas d'une clarté absolue sur cette question-là, on sera responsable des victimes que le sexting occasionnera demain. La technique va toujours très vite. Il se vend aujourd'hui des lunettes dans lesquelles sont intégrés un appareil photo et une caméra. Les occasions de filmer quelqu'un dans une situation gênante, indécente, humiliante, seront multipliées demain par je ne sais combien. Si nous ne nous armons pas intellectuellement, et j'allais dire éthiquement, vis-à-vis du sexting, nous serons responsables demain de nouvelles catastrophes. Donc c'est la situation la plus grave, la plus inquiétante. Il faut, lorsqu'une situation de sexting se déclenche dans un établissement, il faut que l'équipe, d'abord y ait déjà réfléchi, il faut que l'équipe bien-être, l'équipe ressources, se mue immédiatement en équipe de soutien à la cible. J'ai développé un protocole spécifique sur la question du sexting qu'on voit avec les 6 académies pilotes. Il est 11h06, je crois que j'ai tenu
pile dans le temps imparti. On avait commencé avec 5 ou 6 minutes de retard. Je les ai, voilà, je suis. Donc à partir de maintenant, je remets mon masque.